Bonjour, on va désormais parler de la radiofréquence avec Léo Valdivier qui va nous présenter les indications grandissantes en proctologie. Bonjour à tous, merci Mathilde. Donc effectivement, je vais vous parler de la radiofréquence et ses indications proctologiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Tout d'abord, qu'est-ce que la radiofréquence ? Eh bien, il s'agit d'une fréquence d'onde électromagnétique située entre 3 kHz et 300 GHz. En médecine, on utilise des ondes entre 400 et 500 kHz. Ces ondes vont induire une agitation ionique qui va provoquer un échauffement et donc une destruction cellulaire par exposition à une température supérieure à 60 degrés. On utilise la radiofréquence tous les jours par les téléphones, le four micro-ondes et en médecine dans maintenant tous les domaines. Et la gastro-entérologie et la proctologie ne font pas exception. Voici la liste des différentes indications dans lesquelles la radiofréquence a été essayée en gastro-entérologie. À noter que la seule indication réellement validée par des études et qui fait l'objet de recommandations est le traitement de l'endobrachie œsophage. En proctologie, pourquoi est-ce une technique intéressante ? Tout d'abord parce que mini-invasive, donc intéressante pour le patient, avec des temps de rémission courts et une cicatrisation donc rapide, mais aussi pour l'opérateur, avec des temps opératoires rapides et des techniques plutôt faciles techniquement. Voici la liste des différentes indications que nous allons développer tout de suite, et à commencer par la pathologie hémorroïdaire interne. Alors on va regarder une petite vidéo décrivant la technique qu'on peut lancer. Ça marchait tout à l'heure. Bon. Excusez-moi, tant pis. C'est la diapo d'après. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être Camille nous en montrera une tout à l'heure. Donc les résultats. Donc la technique sur la pathologie hémorroïdaire interne semble très intéressante, notamment pour les saignements. Voilà la technique. Alors, on utilise une sonde à embout biseauté, on expose le paquet hémorroïdaire, on injecte en sous-muqueux 1 à 3 cc de sérum adrénaliné, de xylocaline adrénaliné, afin de décoller le paquet hémorroïdaire du sphincter. On va régler la machine sur 25 watts et on introduit la sonde de radiofréquence, environ 5 mm sous la ligne pectinée, et on applique le courant pendant 10 à 30 secondes pour une dose délivrée entre 800 et 1500 joules. Il ne faut pas dépasser 1500 joules. On peut observer dans certains cas, mais de façon inconstante, un blanchiment du paquet hémorroïdaire. Et on termine par l'application d'une compresse froide afin de refroidir les tissus. On répète le procédé donc 3 à 4 fois pour chaque paquet hémorroïdaire. La technique est intéressante, donc ça ce sont les différentes études publiées sur le sujet. À noter qu'aucune de ces études n'est comparative. L'efficacité est plutôt bonne sur les saignements, avec une réduction, voire une disparition des saignements dans 80-90% des cas, avec parfois un arrêt complet. Pour le prolapsus, les résultats sont plus mitigés. Certains papiers décrivent une baisse du prolapsus de 1 point, qui passe de 3 à 2, avec parfois une disparition complète, mais à prendre avec des pincettes. L'amélioration de la qualité de vie, en tout cas, est bonne, hein. Pour le temps de rémission post-opératoire, la technique semble aussi intéressante, avec un arrêt de travail qui va de 1 à 4 jours selon les études, et une consommation d'antalgiques chez les patients environ de seulement 40% au 2e jour. Les complications post-opératoires dans les plus grosses études sont de l'ordre de 15%, avec principalement des saignements ou des thromboses. Deuxième indication, le traitement des fistules anales. Alors la technique se positionne comme technique d'épargne sphinctérienne, avec la destruction donc, du trajet fistuleux et son accolement. On peut y associer ou non la fermeture de l'orifice interne.
Donc le déroulé du procédé, c'est d'introduire la sonde de radiofréquence par l'orifice externe et d'appliquer le courant au retrait. Les résultats dans cette indication-là sont décevants. 2 études principales sur le sujet. La première qui a comparé 31 patients traités par radiofréquence à des patients traités par lambeau d'avancement pour des fistules majoritairement complexes, mais le taux de guérison était faible, 13% seulement à 1 an. Pour la deuxième étude, les patients avec des fistules moins complexes et un peu plus de patients, le taux de guérison était un peu meilleur, de l'ordre de 35%, mais pas non plus tout à fait satisfaisant. Comme toujours, les complications sont faibles, en tout cas 0 cas d'incontinence. Ici, la diapositive est un petit peu mangée, mais j'ai mis côte à côte 2 différentes études, l'une sur le laser en rouge et l'autre sur la radiofréquence comme traitement d'épargne sphinctérienne. On peut voir, comme on s'y attend, que les 2 techniques ont un profil d'efficacité similaire, à savoir que ça marche mieux sur les fistules transsphinctériennes inférieures que sur les fistules complexes, mais on a l'impression quand même que l'efficacité est plutôt au laser qu'à la radiofréquence, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une étude comparative, hein, c'est 2 études différentes. Troisième indication, les néoplasies intraépithéliales de haut grade. La technique semble intéressante, même s'il y a peu d'études et à chaque fois sur des échantillons de patients assez faibles. Le principe est d'appliquer le courant de radiofréquence sur les lésions visibles et d'y associer une application circonférentielle. Dans ce papier-là, 12 patients immunodéprimés ont été traités. Un peu plus de la moitié avaient une aniscopie haute résolution normale à 1 an. Pour l'autre moitié, soit des patients présentant un traitement incomplet, soit une récidive. Tous ont pu être traités par électrocoagulation sans récidive à 6 mois et aucune complication post-opératoire n'a été notée. Les rectitradiques, alors la radiofréquence reste un peu à la marge dans cette indication-là. Cependant, les résultats de ces 2 études sont tout à fait encourageants. La technique se place en 2e intention après traitement par plasma argon et consiste à appliquer un courant de radiofréquence de façon hémicirconférentielle sur la muqueuse rectale. 2 papiers qui montrent une efficacité clinique chez presque l'ensemble des patients avec un gain d'hémoglobine de 2 à 3 points et un arrêt des transfusions chez 70 ou 90% des patients, sachant que dans la première étude, les patients de l'étude de Xavier Drey, les patients étaient un peu plus graves initialement. Enfin, un mot du traitement du sinus pilonidal. Comme vous le savez, le laser est très à la mode dans cette indication-là. Les patients sont très demandeurs. Or, tous les centres ne sont pas équipés de laser et certains de radiofréquence. Donc, Nadia s'est demandé si on ne pouvait pas appliquer la technique à la radiofréquence. Et une étude est en cours dans le service qui s'appelle RADPID, qui va évaluer la tolérance de cette technique. Tous les patients ont été inclus, mais nous n'avons pas encore les résultats. Donc affaire à suivre, mais ça pourrait être une belle perspective. Pour conclure, la radiofréquence est intéressante parce que facile pour l'opérateur et peu invasif pour le patient. Les résultats semblent tout à fait intéressants dans la pathologie hémorroïdaire interne, probablement les néoplasies intraépithéliales de haut grade, vraiment décevants dans le traitement des fistules et à la marge pour les rectitradiques. Je n'ai pas parlé volontairement de l'incontinence anale, puisque maintenant les données sont assez claires pour dire qu'il ne faut plus traiter par radiofréquence les patients présentant une incontinence anale. Dernier point, des études comparatives vont être nécessaires, notamment dans l'indication du traitement de la pathologie hémorroïdaire, puisque le nombre de techniques mini-invasives sont maintenant de plus en plus nombreuses et il est nécessaire de les comparer entre elles. Et ça tombe bien puisque 2 protocoles sont actuellement en cours de réalisation. Nous n'avons pas encore les résultats. Le protocole Orion qui va comparer des patients traités par radiofréquence à des patients traités par choix du chirurgien. C'est une étude prospective randomisée. Ainsi que le protocole Radioliga auquel le service va participer, qui va comparer la radiofréquence à la ligature artérielle sous contrôle Doppler avec une efficacité GG à 1 an. Donc ces 2 études pourront vraiment nous aider dans notre pratique, je pense. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Léo. Je crois que Cosmine avait une question pour toi.
J'ai une question par rapport au traitement de néoplasie intraépithéliale. Ouais. Quel serait l'avantage de la radiofréquence par rapport à des techniques beaucoup moins chères et beaucoup plus disponibles, comme pour la destruction bisturie électrique, par exemple? C'est une bonne remarque. Il y a beaucoup de possibilités dans cette indication-là. Peut-être que l'avantage, c'est que c'est cette application circonférentielle ou hémicirconférentielle qui va permettre de traiter des lésions qu'on ne verrait pas à l'œil nu et qui permettrait éventuellement de prévenir ou en tout cas de traiter des lésions qu'on ne verrait pas. Mais effectivement, tu as raison, il y a plein de techniques et il n'y a aucune étude qui les compare les unes par rapport aux autres. Non, juste un commentaire, il y a quelques lésions qui montent un peu haut dans le bas rectum. Donc en fait la radiofréquence peut en effet gérer quelques situations qu'on a vues qui étaient parfaitement très étonnantes. La question est pour la pathologie hémorroïdaire, comment tu sélectionnes tes patients pour la radiofréquence? C'est plutôt ça en fait, parce qu'on a un panel de traitements qui devient un peu large. Et donc là en fait, où tu situerais la radiofréquence dans ton panel thérapeutique? En l'absence donc d'études comparatives, moi je choisirais plutôt les patients qui présentent comme symptôme exclusif le saignement et un prolapsus peut-être grade 2, 3 maximum, mais plutôt vraiment focus sur le saignement, en leur disant bien que l'efficacité sera probablement pas bonne sur le prolapsus et que s'il y en a une, elle n'est pas, comme on l'a vu sur la vidéo, immédiate, hein, elle survient plusieurs semaines après la chirurgie. Pardon, justement, je rebondis sur les hémorroïdes très érectiles et hémorragiques. Est-ce qu'il vous arrive d'associer la radiofréquence avec la ligature artérielle? La ligature au bloc, vous voulez dire? Oui. Non, on ne fait pas. Ici, on choisit une technique. Ça donne des très bons résultats. Mais ok, il faudrait les publier. J'ai juste un petit commentaire pour rebondir effectivement sur les saignements. Il y a une certaine efficacité de ces techniques mini-invasives. Sur les prolapsus, quand c'est un grade 2, je pense que plutôt oui. Grade 3, ça se discute. Grade 4, là, c'est autre chose. Après, combiner des techniques, je pense que ça sera un peu l'avenir. Ça veut dire faire radiofréquence plus mucopexie, peut-être, pourquoi pas. Ou le laser. Il y a beaucoup de centres en Europe qui combinent les deux techniques actuellement d'emblée. D'ailleurs, ils font laser et mucopexie pour les hémorroïdes, pour un prolapsus hémorroïdaire de grade 3. Donc, à discuter, à voir, mais je pense que ces nouvelles techniques gagnent beaucoup de terrain. Je vais parler par la suite des techniques, une vidéo de ces techniques chirurgicales, mais évidemment l'hémorroïdectomie va rester la technique de référence, mais ces techniques peuvent être évidemment utilisées pour le grade 2-3 sans aucun souci, hein, à mon avis. Oui. Et surtout si on les couple à d'autres techniques.